l'acte 3. Et je pense que toutes les réformes ont été des réformes salutaires qui a fait avancer notre démocratie de proximité participative, comme on l'appelle ainsi. Et ça a beaucoup apporté ensuite dans la prise en charge des affaires des populations, donc au niveau de la base, surtout ce qu'on appelait la réforme de 1972 avec la création, je peux l'appeler des comités ruraux et tout. Ensuite, il y a aussi la réforme qu'on oublie souvent, qui est une réforme majeure, c'est en 1990 aussi. Parce que les communautés rurales, le président n'exécutait pas le budget, c'était les préfets, les sous-préfets des arrondissements, et ainsi de suite. Donc plusieurs réformes ont eu lieu, et les réformes, c'est dans l'esprit et aussi dans la lettre. Et je pense que nous allons y revenir en profondeur. Donc en ce qui concerne l'acte 3, jusqu'à la dévolution des patrimoines des régions qu'on a supprimés, parce que l'acte 3 a mis 2 ordres de collectivité territoriale. Ça a fait beaucoup de bruit. Donc la commune et le département. Les gens disaient que est-ce que la ville faisait partie des ordres de collectivité? Non, la loi elle est très claire. La ville est créée selon l'article 167. Nous allons y revenir pour mutualiser des compétences de plusieurs communes qui ont une homogénéité territoriale. Alors, monsieur Pape Ibrahima Ndao, avec l'historique fait par monsieur Diouk, donc aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe à Dakar, parce qu'il y a beaucoup d'experts en tout cas, qui soutiennent qu'il y a des limites observées et constatées, et par rapport justement à l'acte 3 de la décentralisation. Aujourd'hui, on ne sait pas faire la part des choses entre la collectivité territoriale et la ville. Et tel semble être le cas au vu justement du problème qui prévaut actuellement par rapport à la gestion d'un marché historique qui s'appelle Sandaga. Mais tout à fait, Abdoulaye, monsieur le ministre, comme vous-même, vous avez longuement rappelé les différentes réformes qui se sont succédées. En soi, l'acte 3 aurait pu être une très belle réforme, parce que ça a été la continuité de l'un des vœux du président Senghor, avec la mise en œuvre de l'acte 1, matérialisé plus tard en 1996 par le président Diouf. Mais effectivement, l'acte 3 a eu d'énormément de limites. Certains même parlent d'un échec patent. Mais tout ça découle, à mon avis, d'abord de sa conception. Déjà, là, ça a été une réforme très précipitée, qui n'a pas fait l'objet de concertation. Mais imaginez une réforme de cette envergure. Comment on peut la voter cette loi-là en procédure d'urgence en 48 heures? Semble-t-il même que lors des votes, les documents n'ont pas été dématérialisés pour permettre aux députés de connaître la quintessence de la réforme qui était là. Autre problème dans sa conception, on ne peut pas envisager une réforme de cette envergure et des collectivités locales, des villes comme Dakar, n'aient été informées ou associées dans la conception. L'autre limite, c'est au plan formel. La loi, elle est incomplète. Parce que dans les dispositions de la loi sur l'acte 3 de la décentralisation, il y a certaines dispositions qui renvoient à des décrets d'application qui, à ce jour, n'ont pas encore été pris. L'autre aspect qu'il faut relever toujours dans ces limites, c'est dans la loi, on retrouve toujours des dispositions qui sont obsolètes. Le régime financier de 1965, la nomenclature budgétaire de 1992, tout ça, c'est des limites qui impactent sur le déroulement de l'acte 3. Un peu avant d'en venir sur le problème de Sandaga, qui, je l'ai dit, est une goutte de trop, notamment en ce qui concerne Dakar. Mais même si on prend la communalisation intégrale, en soi, c'est une bonne réforme. Parce que, comme ils disent, ça lutte contre l'équité... contre l'inéquité territoriale. L'équité territoriale et sociale. Effectivement. Mais on aurait dû, quand même, différencier les communes urbaines aux communes rurales. Parce que, sociologiquement, ils n'ont pas les mêmes compétences, elles ne peuvent pas avoir les mêmes charges financières. Je vous donne un exemple. La loi 2009-23, je pense bien, du 9 juillet 2009 portant Code de l'urbanisme. Il supprime en son article 2 aucune transformation, aucune modification
ou construction ne peut être engagée sans l'autorisation administrative dans les communes et agglomérations. Mais vous imaginez, est-ce que moi, mes parents qui sont à Ngaye, ou bien au fin fond du Baol, pour construire leur maison ou leur case, s'aventureraient à aller à la commune de Lambaye, par exemple, pour aller demander une autorisation? Mais non. Au plan financier, quelle est la pertinence de recouvrer la patente dans des zones où il n'y a même pas d'activité économique? Le foncier bâti. Tout ça, c'est des limites. Mais si on en vient aujourd'hui à Dakar, mais l'incohérence est beaucoup plus patente ici. Actuellement, la tendance mondiale, c'est quoi? C'est la métropolisation, la mutualisation, le rassemblement. En lieu et place, c'est l'émiettement des territoires. Et ce que ça induit comme conséquence directe, c'est déjà le manque de solidarité territoriale, manque d'homogénéité, les politiques d'urbanisme qui diffèrent d'une commune à une autre. Par exemple, vous prenez les politiques de lait à l'école, tenues à l'école, ça peut différer d'une commune à une autre. Donc, alors qu'aujourd'hui, l'idée aurait pu être de renforcer la vocation de la capitale, de centre d'affaires, de zones culturelles, au lieu de dépourvir Dakar quasiment de toutes ses compétences, avec souvent des créations de ministères de cadre de vie, des ministères du renouveau urbain. Alors, monsieur le maire, monsieur Diouk, est-ce qu'en réalité les limites dont fait l'objet monsieur Ndao aujourd'hui ont conduit, autant pour moi, à ce que l'on constate aujourd'hui par rapport à cette problématique entre la ville de Dakar et la collectivité territoriale de Dakar? Il y a une part de vérité dans ce qu'il vient d'avancer. Parce que... De manière objective, hein? De manière objective. Parce que je ne suis pas là pour de la politique, mais en tant que spécialiste, toutes les questions ont été ajoutées. Parce que la réforme s'est tenue sur 3 axes. Le premier axe, c'était la cohérence territoriale. Le deuxième axe, c'était la lisibilité des échelles de gouvernance. Et le troisième axe, c'est la gouvernance financière des collectivités territoriales. Effectivement, il y a des maillons qui ne sont pas encore étudiés. Ce qu'on appelle la gouvernance financière, il l'a dit, que la nomenclature budgétaire elle est obsolète depuis très longtemps. Et je pense que ces différentes phases seront occultées dans les semaines qui viennent. Et il a parlé aussi des grandes tendances aujourd'hui, même au-delà des régions. On parle des métropoles solidaires, des métropoles d'équilibre, donc à travers le monde. Donc ça aussi, c'est une réalité. On n'a pas dit que l'acte 3 est inachevé, mais c'est une très bonne réforme. Par exemple, pour les villes, les questions des villes, c'est des questions qui s'ajoutent très souvent. Mais si on demande aux différentes communes qui ont changé de statut de communes d'arrondissement et qui sont devenues des communes de plein exercice, je pense que mon jeune frère Barthélémy Diaz ne dira pas que l'acte 3 n'est pas bon. Bon, ils ont amélioré leurs conditions financières et le pouvoir aussi local s'est densifié et ils ont beaucoup plus de responsabilités aujourd'hui. Moi qui ai été élu en 2009, donc avec une commune qui avoisinait un budget de 180 millions, avec l'acte 3, la commune a un budget vous n'étiez pas dans les mêmes conditions que les maires qui ont été élus. Parce que avec les transferts de ressources et que les communes bénéficiaient énormément d'avantages, au-delà des taxes traditionnelles, aujourd'hui, ils bénéficient de la SEL, de la contribution économique. Mais dans tous les cas, jusqu'au moment où nous parlons, on s'embourbe dans ce qu'on appelle le transfert de compétences. Mais absolument. C'est ce que je dis. Les communes d'aujourd'hui bénéficient de la SEL. La plus petite commune qui reçoit ces subventions de la SEL, le minimum, c'est 12 millions. Ça, c'est intéressant. Parce qu'avec 12 millions, la commune peut payer ses charges salariales et autres. En matière de fonctionnement. En matière de fonctionnement. Les communes bénéficient, par exemple, des ressources de l'ITE, Initiative pour la transparence des industries extractives. Donc, il y a un pactole réservé et distribué
donc aux différentes communes, ce qui n'existait pas avant. Il y a le PACASEN aujourd'hui, parce que les communes, ce qu'ils engrangent comme recette, aujourd'hui, c'est le PACASEN qui vient appuyer les communes dans les investissements, dans les équipements. Okay. Et ça aussi, c'est un appui très important donc, au niveau de l'État. Donc, en gros, il y a quand même des avancées assez significatives. Oui, parce que l'acte 3 n'est pas né ex nihilo. Nous, l'association des maires, etc., les élus locaux, à l'époque, en 2013, on a fait des séminaires, le projet nous a été soumis, donc on l'a traité, on a proposé des amendements avant l'Assemblée nationale. Peut-être que souvent ce qu'on reproche, c'est que la loi 2013, du 28 décembre 2013 a été votée en procédure d'urgence. Mais les procédures d'urgence, c'est des procédures aussi normales. Oui, c'est normal. Au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait normal, mais l'on remarque en tout cas qu'il y a une multiplicité de procédures d'urgence assez décriées par certains. Mais cependant, monsieur Pape Ibrahima Ndao,